Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 18h de ce 17 avril à la une de l'actualité. Le président de la République décide de l'augmentation de la prime de solidarité au profit des familles dans le besoin. Il s'agit là de la dernière d'une série de mesures soutenant le pouvoir d'achat du citoyen. Les détails tout à l'heure. Le point dans ce journal sur la réhabilitation de la station de dessalement d'eau de mer d'Al-Makta. L'opération permettra d'atteindre une production de 500 000 mètres cubes par jour à la fin de l'année. À l'étranger, les lobbyistes marocains interdits d'accès à l'enceinte du Parlement européen. Une mesure de précaution à la lumière des procédures en cours concernant les pots de vin versés aux eurodéputés. Et on terminera notre édition en musique avec le concert hier soir de Jmaouia Africa. À travers divers genres musicaux, le groupe a enchanté le public et l'a fait bouger. L'occasion également de présenter son nouvel album. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, le président de la République décide de l'augmentation de la prime de solidarité au profit des familles dans le besoin. C'était lors du Conseil des ministres hier, une nouvelle mesure soutenant le pouvoir d'achat du citoyen. Et ce dernier est au centre de la politique du chef de l'État et de ses engagements. Yannis Saïd Belkacem. Lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidé hier, le président de la République a décidé dans un premier temps de porter l'allocation de solidarité à 12 000 dinars pour ceux qui perçoivent 10 000 dinars et 7 000 dinars pour ceux qui perçoivent actuellement 3 000 dinars. Cette revalorisation touchera près d'1 million de bénéficiaires. Le Conseil a également approuvé la modification de la loi relative à la retraite pour l'adapter aux augmentations exceptionnelles des allocations et pensions décidées par le président en janvier dernier. Ces décisions réitèrent son engagement à poursuivre la stratégie d'amélioration du niveau de vie des citoyens dans les retraites, une catégorie qui mérite gratitude et valorisation. Les dernières mesures prises en faveur des travailleurs et des catégories sociales défavorisées sont également de nature à renforcer ces acquis. Il s'agit de la revalorisation des salaires et des pensions de retraite, l'institution d'une allocation chômage, auquel s'ajoutent d'autres mesures visant à stabiliser les prix de produits de large consommation. C'est ainsi que le président de la République avait déjà ordonné en février dernier d'aligner la grille des salaires d'abord sur le pouvoir d'achat, puis sur le soutien continu destiné aux catégories socialement vulnérables. Il avait en outre ordonné de revoir à la hausse l'allocation chômage qui est passée de 13 000 dinars à 15 000 dinars, l'État devant assumer les charges de la couverture sanitaire des chômeurs pour les bénéficiaires de cette allocation. Ces mesures ont porté aussi sur l'augmentation du seuil minimum de la pension de retraite à 15 000 dinars pour ceux qui percevaient une pension inférieure à 10 000 dinars et à 20 000 dinars pour ceux qui percevaient une pension de 15 000 dinars afin de l'harmoniser avec le seuil minimum des salaires qui a lui aussi augmenté de 18 000 à 20 000 dinars depuis 2021. Le président avait tenu à rappeler qu'aucune augmentation de salaire n'a été enregistrée en Algérie depuis près de 10 ou 15 ans, soulignant que l'augmentation progressive des salaires actuellement se répercute inévitablement sur le niveau de vie du citoyen en attendant une augmentation définitive au cours de l'année prochaine. Ces mesures et décisions traduisent la détermination de l'État à mener une véritable bataille pour protéger le pouvoir d'achat du citoyen en luttant contre toutes les formes de spéculation et de corruption, pour reprendre les propos du président de la République. Autant de mesures qui favorisent la stabilité du front social, le rassemblement des rangs et la consolidation du front interne. On fait le point à présent sur la réhabilitation de la station de dessalement d'eau de mer d'Al-Makta à Oran. Elle entre dans sa deuxième phase et une fois finalisée, elle permettra d'augmenter les capacités de production jusqu'à 500 000 mètres cubes jour. Les travaux avancent à bon rythme, nous dit Yasmine Massoudi. Briefing matinal des équipes techniques de la station d'Al-Makta. Au menu de la réunion, l'augmentation de la capacité de production de la station. La capacité de production est de 345 000 mètres cubes par jour, sachant que l'an dernier, à la même période, la production ne dépassait pas les 240 000 mètres cubes jour. Nous avons pu augmenter la capacité de production grâce à une opération de maintenance qui a touché l'ensemble des installations de la station. En ce qui concerne l'été, nous pouvons rassurer les habitants de la région, la capacité de production augmente
augmentera graduellement jusqu'à ce qu'elle atteigne un total de 500 000 mètres cubes par jour d'ici la fin de l'année en cours. إلى غاية أن نصل القدرة الإنتاجية التامة إن شاء الله بإذن الله اللي هي 500 ألف متر مكعب يوميا في نهاية السنة الحالية. Une mégastation qui compte plus de 120 jeunes ingénieurs et techniciens, tous diplômés de l'université algérienne. Je travaille dans cette salle de contrôle où nous avons un œil sur tous les équipements. Nous pouvons aussi vérifier leur état et effectuer des analyses en ligne. Je suis chargée du contrôle de qualité des eaux traitées à travers des indicateurs bien précis dont le pH, le taux d'acidité, le taux d'alcalinité et la température. Nous veillons à offrir une eau potable de qualité aux consommateurs. Un projet d'envergure qui permettra d'assurer un approvisionnement régulier aux habitants de l'ouest du pays. On vous emmène au centre de recherche en technologie industrielle de Charaga. Les ingénieurs de l'établissement travaillent sur différents types de projets, des solutions innovantes aux problèmes des entreprises. Et les prototypes de machines et d'engins sont développés au centre. Rina Lerari a choisi un exemple à nous présenter. Reportage. Ceci est un véhicule électrique. À première vue, le prototype ne paye pas de mine, mais il est équipé d'un moteur d'une puissance de 6 kW pouvant atteindre une vitesse maximale de 80 km/h avec une batterie de 48 volts. Une fois finalisé, ce modèle sera mis sur le marché. Conçu par les ingénieurs du Centre de recherche en technologie industrielle, ce modèle a atteint un taux d'intégration de 30%. L'équipe de recherche et le groupe d'ingénieurs ont commencé de faire l'étude et la conception. On a réalisé le châssis avec le partenariat d'un partenaire socio-économique. Par la suite, on a rassemblé les différentes parties mécaniques du véhicule. En ce moment, on est en train de finaliser la partie électrique, point de vue étude. Au niveau de notre centre, on a fait un véhicule électrique. On est composé de 3 groupes. Un groupe, la partie structure, le deuxième groupe, la partie batterie et le troisième, la partie commande. En plus du volet recherche et innovation, le CRTI est leader à l'échelle nationale dans le contrôle non destructif. Il travaille en coordination avec les opérateurs économiques en leur assurant des services de qualité, grâce notamment à son laboratoire d'étalonnage et mesure d'analyse des équipements non destructifs. Notre travail ici, c'est de prendre des équipements que les clients nous apportent. Nous leur faisons des vérifications, des étalonnages pour délivrer un certificat d'étalonnage qui sera valable pendant une année. Ingénieurs et chercheurs du CRTI œuvrent à développer leurs inventions et à les breveter afin de les mettre au service de l'industrie et de l'économie nationale. Les outils technologiques sont créés surtout pour améliorer la vie des gens. Leur usage dans de nombreuses disciplines telles que la médecine apporte énormément. Et c'est l'une des missions du Centre de développement des technologies avancées de Baba Hassan. Grâce aux compétences de ces chercheurs, une multitude de solutions intelligentes sont proposées. Reportage de Raouf Hamouche. Au premier coup d'œil, c'est un casque de jeu vidéo. Sauf que cette étudiante en 3e année de médecine teste pour la toute première fois ce qui pourrait être dans un avenir proche un outil médical. Cet appareil numérique confectionné par l'équipe spécialisée en réalité augmentée au Centre de recherche et technologie avancée est destiné à révolutionner la médecine en Algérie. Maintenant, les médecins souffrent d'un grand nombre d'étudiants. Dans des classes, les étudiants sont très nombreux, donc ils n'arrivent pas à donner l'information. Donc à travers cette réalité virtuelle, ils vont pouvoir un petit peu interagir et mieux comprendre le cours. C'est en fait un peu de pouvoir un petit peu regrouper des étudiants, notamment qui ne soient pas dans des classes parce que les classes sont surchargées, pouvoir mettre à leur disposition donc une application, ils vont pouvoir apprendre l'anatomie. C'est-à-dire au lieu de toujours travailler avec des livres ou des cadavres, qui est notamment un truc assez effrayant pour eux, on passe à la manipulation 3D, ce qui va permettre d'interagir avec eux en temps réel.
Grâce aux compétences de ces chercheurs, le CDTA est devenu un acteur national incontournable en matière de technologie avancée. Le centre a mis à la disposition de plusieurs secteurs une multitude de solutions intelligentes, à l'image de ce robot destiné à ce qu'on appelle aujourd'hui l'industrie 4.0. L'équipe travaille depuis un long moment sur l'intégration de l'intelligence artificielle, sur l'intégration de la robotique industrielle, qui est un aspect très très important, la robotique mobile, et puis comment essayer de orchestrer tout ça au sein de nouvelles structures de production qu'on peut appeler aujourd'hui, le terme le plus connu, c'est Industrie 4.0. Dernier point CDTA, la fameuse salle blanche. Pour la première fois, notre caméra a pu pénétrer dans ce qui constitue aujourd'hui une installation stratégique en matière de maîtrise et de développement de l'électronique, particulièrement des circuits intégrés. La plateforme, c'est une installation stratégique en matière de développement et maîtrise des procédés microélectroniques en Algérie. C'est un service commun à la recherche qui mutualise les équipements, les moyens de microfabrication et même des activités de recherche et maîtrise de la microélectronique pour ses clients. Mais quel est le sort de ces inventions une fois réalisées? Le centre compte, après développement des modèles finaux, commercialiser ces produits, voire même les exporter. L'objectif étant la valorisation des résultats de la recherche scientifique. Soit en matière de production scientifique, on a fait un très bon significatif, et en matière de production de produits de la recherche, on a produit pas mal de produits de la recherche qui nécessitent peu de confiance et peu de prise en charge de la part de nos opérateurs économiques pour les rendre au service de notre économie nationale. On a un potentiel scientifique assez important qu'il y a lieu de valoriser et de faire confiance à ces chercheurs-là pour prendre en charge les différentes préoccupations que rencontre notre pays dans les différents volets, soit social, soit économique, soit autre. Ce centre a à son actif plus de 100 projets orientés essentiellement vers le service public au profit de plusieurs secteurs dans la santé, les ressources en eau, la pêche, l'agriculture, l'éducation nationale, l'énergie et le ministère de l'Intérieur. Des projets qui n'attendent qu'à être brevetés et industrialisés. Journée portes ouvertes sur l'orientation scolaire. Depuis dimanche, les collégiens et lycéens bénéficient d'informations et orientations pour leur cursus. Une semaine nationale qui vise à présenter aux élèves les débouchés dans la vie sociale, économique et culturelle. Yamina Saïdji. La semaine nationale porte ouverte sur l'orientation scolaire connaît une grande affluence. Les collégiens et lycéens ont profité de cette occasion pour découvrir les spécialités et les opportunités d'enseignement et de formation disponibles au niveau des différentes écoles, instituts et universités. Donc avant, j'avais pas vraiment une idée très claire. Même de cas, j'ai plus d'idées par rapport à ce que je veux faire dans le futur. Puis hier, c'est porte ouverte au niveau du lycée. Je trouve que c'est intéressant et c'est bien. Ça nous aide. Les enseignants et les parents ont eux aussi leur mot à dire concernant l'orientation des enfants. Leur mission, s'assurer que l'élève prenne connaissance de toutes les opportunités qui s'offrent à lui afin de choisir ce qui lui correspond le mieux. Il aime la physique, l'intelligence artificielle. Et je suis là pour avoir plus d'informations et d'orientation, au moins, pour lui aider à avoir mieux et avoir plus. Pour qu'il choisisse sa spécialité après. L'architecture est une filière justement qui attire beaucoup d'étudiants. On a énormément d'étudiants chaque année, mais parfois ils viennent sans savoir vraiment ce que c'est. C'est une bonne initiative de leur expliquer ce que c'est que l'architecture, quelles aptitudes l'architecture demande. Il faut aimer le dessin, il faut s'intéresser à l'art, il faut s'intéresser à la représentation, à l'espace, etc. C'est une opportunité en or pour les étudiants, les élèves, pas encore étudiants. Les élèves qui vont être nouveaux bacheliers, une fois qu'on leur explique ce que c'est et tout, parce que c'est méconnu, ils commencent à s'intéresser.
Ben c'est bien, parce que justement, la médecine vétérinaire est très importante. C'est un acteur aussi clé au niveau de l'économie du pays. Ces journées portes ouvertes ont également pour rôle de faire connaître les nouvelles spécialités offertes. La nouveauté cette année, c'est la participation de l'Institut national paramédical, l'École supérieure de la sécurité sociale, l'École supérieure de l'agriculture et l'École supérieure de sciences politiques. L'objectif est donc de développer les connaissances des élèves sur les différents cursus éducatifs et spécialités professionnelles disponibles, de les sensibiliser à l'importance des filières des mathématiques et maths techniques et de les encourager à opter pour la filière des arts. Ces portes ouvertes interviennent avant les examens officiels, ce qui laisse le temps aux élèves de se familiariser avec les différentes offres d'études et de formation dans divers secteurs pour les accompagner dans la construction de leurs projets d'avenir. À l'étranger, du nouveau dans le Marocgate, les lobbyistes marocains interdits d'accès à l'enceinte du Parlement, une mesure de précaution à la lumière des procédures en cours. Les eurodéputés ont adopté lors d'une réunion à huis clos un document pour clarifier la situation des députés européens. L'enquête pénale en cours concernant les pots de vin versés par le Maroc jette le discrédit sur l'ensemble du Parlement. Malika Bellel. Les lobbyistes marocains sont interdits d'accès à l'enceinte du Parlement européen. Une décision adoptée par les eurodéputés lors d'une réunion à huis clos qui s'est déroulée au sein de l'organe parlementaire de l'Union européenne. Selon le média américain Politico, il s'agit d'une mesure de précaution à la lumière des procédures en cours. Autre mesure de précaution, les députés européens ne seront pas autorisés à effectuer des voyages officiels au Maroc tant que l'enquête criminelle se poursuivra. Ils sont par ailleurs priés de demander l'autorisation du Parlement européen pour inviter les diplomates des pays dans les locaux. Les législateurs doivent également informer la présidente du Parlement, Roberta Metsola, chaque fois qu'ils les rencontrent. Il faut rappeler que les lignes directrices sont principalement conçues pour clarifier la situation des députés européens et donner à Metsola et aux hauts fonctionnaires un meilleur contrôle sur ceux qui rencontrent qui dans le cadre d'une enquête pénale en cours en Belgique concernant les pots de vin versés par le Maroc aux eurodéputés. Leur adoption fait suite à des appels lancés en décembre 2022 et février 2023 par une majorité d'eurodéputés visant à exclure les lobbyistes marocains du Parlement européen. Pour rappel, dans le cadre de l'affaire de corruption ayant éclaboussé le Parlement européen, les enquêteurs belges ont mis la main sur 1,5 million d'euros en liquide saisis au domicile de Pierre Antonio Ponzeri, ancien eurodéputé socialiste devenu dirigeant d'ONG et qui fait figure de personnage central dans cette histoire. Et les affrontements entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide se poursuivent. Le dernier bilan enregistré fait état d'au moins 97 morts et des centaines de blessés. Ces affrontements ont éclaté samedi à Khartoum et d'autres villes du pays. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se joint à d'autres pays, appelle à la cessation immédiate des hostilités, exhorte les dirigeants des deux parties à restaurer le calme et commencer un dialogue pour résoudre la crise. On termine en musique avec le concert hier soir de Jmaoui Africa à la salle Ibn Khaldoun. Le groupe a enchanté, fait bouger le public venu nombreux. L'occasion également de présenter son nouvel album. Les détails par Malika Bellel. Ils sont neufs, ils sont amis depuis plus de 20 ans et ont mis en commun leur plaisir du jeu et de l'échange musical. Du reggae au shabi en transitant par l'andalou et le gnawi, Jmaoui Africa a su rester au fil des ans le groupe fétiche de la jeunesse algérienne.
Nous nous attaquons à tous les styles de la musique algérienne et occidentale. Aujourd'hui, nous avons présenté au public notre dernier album intitulé Mchi. Chaque membre du groupe maîtrise un style musical différent. Cela fait 20 ans que nous nous produisons sur scène et c'est un véritable honneur pour nous de retrouver à chaque fois notre public toujours fidèle. L'album est un mélange de styles. Il y a la musique bédoui, l'andalou et un peu de shabi. On essaie de reprendre des textes à Torath. C'est vrai que Torath تاعنا, mais on essaie de mettre une sauce plus ou moins accessible les jeunes يفهموها ويتقبلوها ويقدروا يسمعوا. Pour les membres du groupe, la règle principale durant chaque concert est de fêter l'instant de réunion des sons et le partage des émotions entre musiciens et public. Ce qui m'a vraiment plu, c'est ce mélange de styles et de cultures, cette diversité qu'on retrouve dans chaque chanson. C'est une découverte pour moi, j'ai beaucoup aimé et je leur souhaite beaucoup de succès. Avec plus de 20 ans de carrière et plusieurs concerts à leur actif à travers toute l'Algérie et à l'étranger, Jemaoui Africa devient une des références musicales algériennes actuelles et l'un des pionniers du renouveau musical algérien. Voilà qui clôt notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.